semaine et on essaie de faire venir des réalisateurs, des critiques, des comédiens, et puis on profite d'une actualité pour mettre en avant un auteur. Et donc cette semaine, le coffret est arrivé il y a quelques semaines déjà, mais c'est les films et le coffret Joao César Monteiro qu'on avait envie de mettre à l'honneur. C'est un cinéaste assez singulier et je trouve que c'est important de justement prendre le temps de parler de ses films, de son cinéma, de son parcours. Et je suis très heureux ce soir d'avoir convié, puis qu'ils aient aussi répondu présent, des critiques et puis une comédienne, donc Fabienne Bab, qui nous fait le plaisir, l'amitié, l'honneur de venir. Parce que tu as joué dans Le Dernier Plongeon de Monteiro. Alors, excusez-moi, je garde un peu mes lunettes parce que j'ai une sorte d'attaque au pollen. Je les enlève de temps en temps, je l'inviterai. Hein. D'accord, et il n'y a aucun. C'est vrai que je vois que j'aime ça jouer à la star aussi, mais là, c'est pas. Mais c'est les oui, c'est. Non, je sais pas, j'ai un truc bizarre. Il n'y a aucun souci. On va faire avec. Merci en tout cas aussi. Alors je te donne le micro parce qu'on enregistre, on filme pour que les gens qui sont un peu plus loin. Je veux juste remercier Potsdam Film, j'adore le travail et dire que je suis très émue d'être là pour parler de Monteiro, qui est un cinéaste avec qui j'ai adoré travailler. On en reparlera. Oui. Marco Suzal, rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, qui a écrit par un trafic. Et puis qui a participé aussi au coffret dans les bonus. Donc c'est aussi des présentations qui sont stimulantes, éclairantes, et je trouve que c'est important pour un cinéma comme celui de Monteiro d'avoir ces éclairages, ces précisions, ces remises en contexte, parce que sinon c'est un cinéma qui peut être aussi un peu hermétique ou qui peut être dont on peut se sentir un peu exclu. Donc je te donnerai la parole. Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, parce que tu étais jamais venu, je crois. Non, c'est la première fois. Ouais. Enfin, je suis venu comme client, donc Bon, voilà, il a fallu attendre le coffret Monteiro. Thierry Jousse, que vous pouvez retrouver à la radio, pas seulement, à la télé aussi. Mais... Moi, je suis à la radio sur la télé, non. Sur Internet. Sur Internet, mais sur France Musique. Ça, c'est une tempo, on te retrouve le samedi. Et tu étais venu pour ton ouvrage, ce dictionnaire amoureux, enchanté. C'est ça, enchanté. Enchanté. J'étais d'ailleurs enchanté d'être venu. Donc... Voilà, pour parler de la musique au cinéma. Et là aussi, on te retrouve dans le coffret Monteiro. Dans les présentations, tu y as participé. Et encore une fois, je trouve que ce sont des précisions qui sont précieuses. Donc peut-être un d'entre vous qui peut nous dire quelques mots, Marcos peut-être, nous donner une petite introduction sur Joao César Monteiro, qui il est, d'où il vient, à gros traits comme ça pour resituer, parce que vous connaissez tous son cinéma ou certains pas trop, ou non, pas voilà. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de Monteiro, donc comme ça à gros traits pour le resituer. À gros traits, dire qu'il a commencé comme critique peut-être, il a commencé par la critique. Oui, il faisait partie d'un groupe de cinéphiles dans Lisbonne des années 60, parmi lesquels il y avait d'autres cinéastes comme Paulo Rochard, par exemple, un groupe de cinéastes, cinéphiles, critiques. Donc il a un peu écrit sur le cinéma, il a fait de la poésie, il a écrit des recueils de poèmes, avant de commencer par des courts-métrages. Et puis, en fait, on connaît surtout la partie de l'œuvre de Monteiro la plus connue, c'est la trilogie de Dieu, dans laquelle il se met en scène lui-même comme acteur. Donc c'est la plus connue entre guillemets, parce que malheureusement c'est plus si connu que ça, mais enfin c'est celle qui est la plus montrée, celle qui reste en mémoire. Et en fait, avant de réaliser la trilogie de Dieu, il y a 25 ans pendant lesquels il a fait des films très différents les uns des autres. Et je pense qu'aussi la beauté du coffret, c'est de montrer ces films-là aussi. Je pense aussi. Le Dernier Plongeon fait partie des films un peu parallèles à la trilogie de Dieu. Et avant, il a fait des films, un film qui s'appelle Veredas, qui est son premier long métrage, qui partait dans la campagne portugaise, où il s'est beaucoup intéressé à des contes et légendes portugaises. Il a aussi réalisé 3 films qui sont adaptés de contes et légendes pour la télévision.
Et cette culture très ancrée comme ça dans le Portugal et les contes, etc., c'est très important pour la suite. Mais là, je suis plus du tout dans les gros traits. Là. Non, mais je te retire par la manche pour te ramener du côté de la critique, parce que c'est quelqu'un qui s'est formé quand même, qui a été un peu biberonné par la nouvelle vague, qui a beaucoup vu des films Eustache, qui a beaucoup vu Garel, qui a beaucoup vu... On sent qu'il y a ces influences, qu'il a beaucoup aimé ce cinéma-là. Oui, mais comme cette cinéphilie-là de cette époque qui regardait beaucoup vers ce qui se passait en France, du côté de la nouvelle vague, et dans la critique du côté des cahiers du cinéma, il était vraiment biberonné par ça, ce qui est assez frappant dans ses premiers films. Enfin, on sent un peu ces influences-là, avant que lui, cette espèce de souveraineté dans la trilogie de Dieu. Donc oui, il y a une formation comme ça, cinéphilique, très, très, très marquée plus que par le cinéma contemporain portugais de l'époque. Au fait. Thierry, c'était juste pour compléter sur la question critique, qui est effectivement à compter pas mal, j'ai l'impression, pour Montero, même si après il s'en est affranchi totalement. Mais oui, il était complètement, il avait exactement le même goût que les cahiers des années, disons, fin 60, une partie des années 70. Enfin, c'est-à-dire qu'il aimait particulièrement Jean-Marie Straub et Daniel Vuillet, il faut le dire. Il leur rend hommage. Parmi ses cinéastes préférés, en tout cas à cette période. Garel, Godard, évidemment, qui a été fondamental pour lui, Ackerman, effectivement Garel. Enfin, c'était vraiment la modernité de la période. Il a épousé totalement en tant que critique. Sauf qu'après, finalement, quand on regarde ses films, il y a des influences qui viennent de là, mais ça reste quand même quelque chose qui est très différent, malgré tout, de ces influences-là qu'il a absorbées et il s'est développé, il a développé son cinéma à lui. Et puis il y a un film qui est quand même aussi très important, il y a quand même un film portugais que a mentionné le réalisateur, qui est le film portugais le plus important des années 60, qui est Les Vertes Années de Paulo Rocha, qui est un film curieusement pas édité en France. Je ne comprends pas. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre absolu. C'est vraiment un film central de toutes les nouvelles vagues de la période. C'est un film, bon, c'est très compliqué à résumer parce que c'est très, je sais pas, ça parle, disons, de... Non, je pourrais pas le résumer. Il faut le voir. Non, franchement, c'est pas un film. C'est un film narratif, enfin, qui est dans une tonalité très singulière. Il y a un jeune homme, il y a une histoire avec une jeune femme, il y a un personnage plus âgé. Bon, tout ça se passe dans un Lisbonne fantomatique, qui est vraiment le Lisbonne de Salazar. Parce que c'est quand même. Il faut pas oublier une chose, c'est la période de la dictature. Ouais. Il part quand même 2 fois. Il va en France une fois au début des années 60 en disant qu'il veut échapper à un chagrin d'amour. C'est pas du tout pour des raisons politiques. Donc c'est là qu'il découvre à bout de souffle et aussi Cuirassé Potemkin, par exemple. Et puis, il va aussi en Angleterre, à Londres, au début des annes 70, je crois, où là, c'est encore un autre voyage un peu initiatique, toujours un peu pour draguer aussi, d'ailleurs, parce qu'il le dit lui-même. Donc oui, c'est... Enfin, j'insiste, sur ce film portugais, parce qu'il est curieusement peu connu en France, alors qu'on connaît relativement bien les films d'Oliveira, on connaît quand même un peu les films de Montero, même si... on pourrait les connaître mieux, mais bizarrement, ce film Les Vertes Années n'a pas tellement traversé. Il y a une édition avec des sous-titres anglais, mais il n'y a pas d'édition française. Très bien, peut-être pour compléter sur ce... Oui, moi je voulais savoir si dans la trilogie, tu pensais aussi à Souvenir de la Maison Jaune. Oui. Parce que ça, c'est le film vraiment qui l'a fait connaître, je pense. Toi, tu l'as connu par quel par ce film, okay. En fait, au Festival de Dunkerque. Et je faisais partie du jury et on a tous été, été impressionnés par le film. Alors, le Festival de Dunkerque, c'est un petit festival, donc tout le monde se voit et tout. Et moi, je trouvais qu'il se la pétait au César Montero. Ça m'énervait, mais bon, c'était il y a longtemps. Et je trouvais qu'il était effectivement, qu'il avait ce physique étrange, que le film était très poétique, était très original, avec un vrai univers. Mais il était là, c'est moi qui vais avoir le grand prix, mais bon, j'avais pas compris encore son côté provocateur. Et ça a été vraiment la découverte de son univers. Et après, je l'ai revu à Paris. C'est là où il m'a proposé donc, de jouer dans Le Dernier Plongeon. Et en fait, que j'ai refusé d'abord, en disant mais moi je parle pas portugais. Et c'est vrai que ça m'embêtait à l'époque. Quand on revoit en arrière, on se dit mais qu'est-ce qu'on
on faisait des trucs, c'est n'importe quoi. J'ai refusé le film. Et en fait, il m'a rappelé très vite en disant c'est pas grave, puisque tu ne veux pas parler portugais, et ben elle sera muette. Et ton personnage est Et muet. mon personnage est muet. Et là, je me suis dit, ah, là, il y a un truc. Là, je peux pas refuser. Enfin, en fait, ça m'a vraiment donné, j'ai trouvé qu'il avait une liberté. Et puis voilà, il osait. Et ce tournage à Lisbonne, le film a été fait en 10 jours, avec pas mal d'improvisation. Je crois que c'était un de mes plus beaux tournages. Voilà, On va reparler, mais moi je l'ai découvert pour tout dire, et j'ai été assez impressionné par ce film-là. Formellement, il y a une urgence, mais une urgence qu'on ne sent pas tant que ça, mais on sent une maîtrise d'énormément du cadre, de ce qu'il arrive à capturer comme ça. Moi j'étais très impressionné en fait par comment dans d'autres films aussi. Dans d'autres films, mais dans d'autres films on sent qu'il y a plus de temps, il y a plus d'ampleur et tout ça. Là on sent quand on sait que ce film a été tourné en 10 jours, on dit c'est incroyable. C'est en 10 nuits. Oui, plutôt. Non, on ne tournait que de nuit. Voilà, c'est un tournage que de nuit. C'est produit par la télé, non? C'était par Arte. Oui, c'était produit par la Arte Sept. et Paolo était au Festival de Berlin pendant ce film-là. Parce que Paolo Branco était évidemment le producteur. Peut-être Thierry ou Marcos sur Montero, le personnage, le physique. À quoi ressemble Montero? Qu'est-ce que c'est c'est quand même un physique particulier. C'est essentiel, enfin pour lui, en tout cas dans sa décision de devenir acteur. On voit à l'écran en même temps voilà. C'est-à-dire qu'il apparaît dans certains de ses films, ses premiers films, mais à un moment il y a cette décision fondamentale, après À Fleur de Mer, très très beau film d'ailleurs, mais qui a été un échec. Il y a une sorte de crise chez lui, il pense arrêter le cinéma, et puis il écrit Souvenir de la Maison Jaune, et il décide de jouer le rôle principal. Et bien sûr, son physique est absolument essentiel à la pensée du film, puisque on le voit à la fin réapparaître en Nosferatu, et effectivement, il y a quelque chose de Nosferatu chez lui. Sa maigreur extrême, à un moment, très explicitement, je ne sais plus si dans Les Noces de Dieu, et on le voyait à la maigreur de ceux qui rentraient de Buchenwald. Donc il y a vraiment quelque chose d'éminemment physique dans sa manière de se mettre en scène. Et du genre et de l'horreur et du burlesque aussi. Oui, bien sûr. Et du burlesque aussi, parce qu'il y a de l'humour souvent. Il y a une dimension comique évidente toujours chez Montero, et effectivement une sorte de burlesque particulier dans sa façon de se mouvoir. Et une élégance aussi. Une élégance et une oui, douceur. je trouvais qu'il y avait une élégance, une douceur. Complètement. Dans ses gestes, là quand on le voit et tout ça, Thierry, peut-être? Oui, et donc je rajouterai trois petits détails à ce que disait Marcos. Effectivement, il a pensé arrêter le cinéma après À Fleur de Mar. Sa femme, qui était elle-même cinéaste, lui a dit si tu fais pas un autre film, je te fous dehors. C'est lui qui le raconte, donc c'est important quand même. Et autre petit détail qui est assez amusant. Quel film il a fait Souvenir de la Maison Jaune, justement. L'autre petit détail qui est assez amusant, c'est qu'il n'a pas pensé à faire le rôle tout de suite lui-même, il a pensé à Roberto Benigni, qui était à l'époque pas du tout le Roberto Benigni qu'on connaît, enfin qu'on a connu après. C'était bien avant La Vie est belle et ainsi de suite. Il était pas très, enfin, il avait fait Don Milo, quoi. C'était pas un acteur très connu internationalement. Chez Ferreri, oui, Pipi Dodo, il avait fait quelques trucs, mais il était connu, mais pas, c'était pas une star. Oui, donc on était déjà dans un registre. Dans la recherche d'un personnage. Totalement. D'ailleurs, il peut y avoir qui était burlesque, qui a un côté aussi mélancolique. C'est-à-dire que si ça avait été Benigni, ça aurait quand même pas été le même film. Non. L'aspect burlesque aurait sans doute pris le pas sur le reste, alors que ce qui est intéressant chez Montero, il me semble que c'était vrai aussi, je ne l'ai pas connu comme Fabien, parce que je n'ai pas tourné avec lui, mais enfin, je l'ai rencontré plusieurs fois, je me souviens même avoir animé une rencontre avec lui à l'époque de la sortie de Sylvestre, donc qui est sorti 10 ans après, c'était à l'époque de Latina, donc maintenant le Luminor, et il avait un côté à la fois très drôle et assez bien un peu inquiétant. Un peu, on ne savait pas très bien, enfin il jouait beaucoup de ça, mais on ne savait pas très bien à qui on avait affaire, c'est-à-dire on ne savait pas très bien ce qu'il allait
faire comme sortie, comme facétie, comme la rencontre, par ailleurs, c'est très très bien passé, j'ai aucun souvenir. C'est un type d'une grande intelligence, hein, aussi extrêmement brillant, mais qui n'était pas sur ce registre de l'étalage de la culture du tout. Donc c'était un personnage quand même extrêmement singulier, et je pense que le coup de génie qu'il a eu, en effet, c'est quand même d'avoir pris son corps comme objet de cinéma. Alors, peut-être on reste sur le personnage et puis sur le côté érotomane quand même, moi, de genre de Dieu, qui est quand même le côté le plus provoquant, subversif. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il passe le crible de la grille MeToo, c'est compliqué sur pas mal, voilà. Mais peut-être comment le désir plutôt pour des jeunes filles, voilà, comment tout ça contamine son cinéma, et là déjà bien en amont, mais comment ça se déploie au fur et à mesure des films. Avant peut-être de parler des films qui pourraient être éventuellement problématiques, encore que j'y crois pas du tout à cette question, Non, mais que ça soit problématique, parce qu'en réalité ça n'a pas assez d'audience pour être problématique. Pour être problématique, il faut vraiment être un peu plus connu que Montero. Et en plus, il est mort, donc en général c'est moins pire. Donc, et puis il n'a pas de casserole connue dans sa vie. Après, on passera le micro à Fabienne. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'avant de faire la trilogie de Dieu notamment, il a fait un film que je trouve d'ailleurs absolument splendide et qui mérite d'essai Sylvestre, et qui est quand même une histoire d'une femme qui se déguise en homme. C'est exactement le même sujet que le dernier Mad Max, hein, d'ailleurs. Enfin, c'est le sujet de Orlando aussi. Mais c'est vraiment la même. Non, parce que je l'ai vu, je l'ai revu, je venais de revoir le dernier Mad Max. Je me suis dit, c'est exactement, c'est la même histoire. C'est une femme qui doit se déguiser en homme pour être avec des soldats. Enfin, si vous avez vu le dernier Mad Max, c'est exactement la même chose. Hein. Bon, bref. Donc c'est intéressant. C'est marrant c'est de la mythologie, en fait. C'est des éléments de mythologie. Donc, mais ce film est pour moi un film anti-patriarcat, si on peut pour employer un terme contemporain, qu'on n'employait pas tellement à l'époque d'ailleurs, il faut le dire, et totalement féministe. Donc ça c'est une chose. Ensuite, effectivement, à partir de Souvenir de la Maison Jaune, on change de registre, et là il y a effectivement cette érotomanie très singulière qui est mise en scène, parce qu'au fond, il n'y a pas beaucoup de passages enfin, il y a des choses qui sont. Le passage à l'acte est assez incertain, disons, dans certains cas. Parfois oui, parfois non. C'est plutôt des sortes de cérémoniaux auxquels les jeunes filles sont conviées. Alors effectivement, ça peut faire scandale. En effet, on est dans une tradition aussi assez littéraire, hein, à mon sens. C'est-à-dire, on est dans la filiation de ça, de bataille. Oui, voilà. de... Bataille, moi, j'y crois pas trop, parce que même s'il y a une scène, effectivement, dans la Comédie de Dieu, qui est très directement en référence à Bataille avec les œufs, l'histoire de l'œil. Après, je trouve que chez Bataille, il y a une dimension de transgression extraordinairement affirmée, c'est-à-dire le côté... c'est une espèce de transgression lyrique chez Bataille, c'est pas du tout le cas chez Montero. Montero, c'est ça qui est pas perturbant finalement dans son cinéma. D'abord, c'est sur la durée, avec des plans très longs, on n'en a pas parlé, mais ça fait vraiment partie de son style. Et d'autre part, c'est une transgression douce, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... oui, il y a une forme de douceur dans ce qui se passe, quoi. Ça peut être scandaleux, mais donc la douceur rend peut-être les choses encore plus, paradoxalement, plus scandaleuses. Alors qu'il me semble que chez Bataille, il y a quelque chose de beaucoup plus... Sur le côté Montero scandaleux, Montero érotomane, comment est-ce que toi tu as traversé son cinéma sur ces sujets Alors d'abord, juste d'autres précisions, il y a un autre film qui est À Fleur de Mer, qui est aussi un film sur un homme qui fuit visiblement, qui est pris dans des magouilles liées au terrorisme et à une violence politique, et qui est recueilli par une maison entièrement tenue par des femmes, et qui est filmé comme une sorte d'utopie, et qui a été vu aussi comme un film où, alors là, à proprement parler, sur le matriarcat, enfin voilà, ce qu'on voulait garder dans sa filmographie et voir... Et par ailleurs, il faut quand même éviter une confusion qui est souvent faite, même si Montero joue le personnage principal de ses films, c'est un personnage, enfin c'est une projection de lui-même. Donc que je sache, il n'y a pas eu de plainte MeToo contre Montero. Donc ce qui scandalise, c'est un personnage, enfin ce qui scandalise ou qui a pu gêner, et déjà à l'époque, hein, c'est pas que aujourd'hui, à l'époque, je me souviens quand on avait fait avec des camarades, on a fait un livre sur Montero, c'était en 2003, on l'a présenté dans une librairie où quelqu'un nous avait, un homme était venu et nous avait dit comment vous pouvez se défendre un salaud pareil.
Et j'avais pas très bien compris, parce que je voyais pas le côté salaud. Et en fait, il m'a dit c'est un sale pédophile, etc. Donc voilà, il y avait déjà à l'époque des gens que Montero choquait et écœurait un peu. Mais pour moi, ça a toujours été le personnage qu'il a choisi d'incarner, qui est un personnage à la fois fascinant, mais je crois que personne, d'ailleurs la singularité absolue de son corps ou de sa façon d'être, fait que personne, ce personnage n'est pas fait pour que s'identifie à lui. Je pense que pendant les projections, les films, on est tantôt fasciné, touché par lui, et des fois inquiet, même des fois il peut faire peur. Et donc c'est un personnage, il crée un personnage absolument singulier et étrange, dont l'érotomanie, effectivement, fait partie de ses obsessions principales. Et en même temps, c'est une sorte quand même beaucoup de l'ordre de la sublimation, effectivement, et de la sensualité qui se retrouve aussi dans sa façon de filmer la lumière, les couleurs, les éléments. Il y a une sorte de sensualité générale, comme ça, du monde. Enfin, c'est une vision sensualiste, sensuelle du monde. Donc, Fabienne, alors toi qui as tourné avec lui, quel homme c'était, quel directeur d'acteur, mais quel homme c'était? Tu as connu l'œuvre, mais tu as connu aussi... Oui, non, mais il a été très bien décrit, là. C'était... Non, alors, pour parler de mon expérience, le dernier plongeon, c'était un film, c'était 4 films commandés par Arte, sur les 4 éléments. Et Montero avait un sujet sur l'eau. Et le dernier plongeon, en fait, c'est un jeune homme qui veut se suicider. Et finalement, il rencontre un homme plus âgé qui lui dit « Allez, on passe une nuit encore ensemble, et moi aussi j'ai envie de mourir. On se jette à l'eau ensemble le lendemain matin. » Et pendant cette nuit, c'est là où il va rencontrer... ce jeune homme va me rencontrer, je joue une prostituée. Mais vous voyez, ça c'était l'ambiguïté que j'adorais aussi chez Montero. On était 3 filles, on jouait 3 prostituées, mais il nous appelait les 3 grâces. Il y avait toujours de la pureté et de la beauté dans tout ce qui est soi-disant justement vénal et voilà quoi, vénal. Et d'ailleurs on ne jouait pas, il ne nous demandait pas du tout d'être dans un personnage complètement prostitué. Il fallait on partait vers quelque chose de beaucoup plus beau et beaucoup plus puissant et plus pur. Et je trouve que finalement dans le dernier plongeon, ce qu'on voit, c'est que c'est un jeune homme qui est prêt à mourir et que l'amour et que la rencontre avec ces jeunes femmes vont le sauver. Et il y avait cette idée plutôt dans son cinéma que les femmes sont là pour sauver les hommes, en fait, tout simplement. Alors peut-être pas toutes, parce que dans le film, il y a une vieille qui hurle au début du film, mais qu'on ne voit pas. En fait, il cherchait la beauté dans le foin, dans le purin, et c'était ça qu'il voulait aussi... en tout cas par rapport à ce film. Et dans son rapport aux actrices, moi j'ai vraiment pas... Comment vous dire? Ça me fait repenser à une scène. Il y a une scène dans le film qui s'appelle La danse des 7 voiles. Et il y avait une danseuse professionnelle qui était là et tout ça. Et donc j'étais là aussi parce que j'avais tourné une autre scène. On était toute la nuit en fait. On tournait, donc on restait tous ensemble. Et à un moment, il me dit... Fabienne, Esperanza, donc le personnage que je jouais, regarde bien la scène parce que tu la refais après. Je dis quoi? Et je savais jamais s'il blaguait ou s'il était sérieux. Il y avait cette ambiguïté-là aussi. Mais en fait, il blaguait jamais. En fait, il était toujours plutôt sérieux, même dans ses propos qui étaient comme ça, qui débordaient. Et j'ai dit, mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Je ne connais pas la danse, je ne connais pas... Et là, pour rejoindre la douceur dont on parlait aussi tout à l'heure, il a juste dit, si tu ne peux pas le faire, bon, c'est vraiment dommage. Et là, j'ai compris que ça valait le coup de le faire. De toute façon, si c'était pas bien, il ne l'aurait pas gardé. Si c'était pas... voilà. C'était juste une liberté aussi tout d'un coup, de réinventer les scènes et de proposer autre chose. Et donc, on l'a tourné. Et je ne sais plus quelle était la musique sur cette... C'est super connu parce que c'est la danse des 7 voiles, c'était, je ne sais plus. Et dans les 2 versions, donc il y en a une avec la danseuse professionnelle magnifique, la musique magnifique et tout. Et puis après, il y a moi.
plus improvisé, évidemment, et il n'y a plus de musique. Et voilà, c'est ça aussi le cinéma de Montero, c'est une sorte d'expérience cinématographique de chaque instant, et mais voilà, avec beaucoup de liberté, et voilà, ça j'ai vraiment adoré. Je vais juste rajouter que j'avais plusieurs projets avec lui. Je devais jouer dans la Comédie de Dieu, et puis c'était cette fameuse fois où le film, on était tous à Lisbonne, maquillés, habillés, sur le plateau, prêts à tourner. Et à un moment, il a dit « non, on arrête le film. C'est pas comme ça que je conçois le film. » Il a tout arrêté. Et en fait, au fond de moi, je me suis dit « il a raison, il y a quelque chose qui ne va pas. » Je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était fabriqué, qui ne lui correspondait pas. Et ça, c'était... Moi, quand je parle de cinéaste, j'ai envie de dire, c'est la liberté avec lui. Il y a une liberté aussi de... Il n'y a pas d'interdit, il peut y avoir la provocation, mais il y a aussi de l'amour du cinéma. Il y a beaucoup de poésie aussi, parce qu'il est extrêmement cultivé. Donc il y a du sens aussi dans tout ce qu'il fait. Oui, mais moi, la première fois que j'ai découvert un film de Montero, je suis vraiment ressorti avec ce sentiment-là. C'est-à-dire, je ne savais pas que c'était possible d'être aussi libre formellement dans son propos et tout ça. Et j'étais ressorti avec une sorte de bouffée d'oxygène comme ça en me disant, mais il découvre, il défriche des territoires de cinéma, il constitue son territoire du cinéma, il l'assume pleinement. En revoyant ces films, ça m'a posé aussi la question de ce côté provocateur, mais aussi est-ce qu'aujourd'hui encore, est-ce que ça vieillit suffisamment bien quelque part. Et ce qui me tenait à ces films, c'est vraiment le style et le cadre, tout ça, parce que on va parler de ça, mais je veux dire, c'est des cadres qui sont d'une beauté quand même absolue. Là, je voulais qu'on montre un extrait du dernier plongeon, peut-être. Fabienne, tu l'introduis peut-être un peu. Oui, c'est la scène, je reconnais, oui. Et pour dire encore une fois que ce film a été tourné en 10 jours, que on pourrait dire que c'est une lumière. Scène qui n'était pas écrite, par exemple. Ouais. Et oui, sur la lumière. Oui, non, mais c'est une lumière quelque part pas orthodoxe, parce qu'ils sont à contre-jour et tout ça. Et je trouve que, moi je suis impressionné par la justesse, c'est-à-dire qu'avec les contraintes, il fait quelque chose de réellement... c'est le plan qu'il faut, et il y a quelque chose même au niveau du son, vous allez entendre le travail au niveau du son. Mais toi, quel est le souvenir de... Qu'est-ce qu'il vous a demandé là, précisément? Je me souviens Tu te souviens plus? Moi, je me suis raconté toute une histoire sur sa direction d'acteur et tout ça. Mais effectivement, c'était pas écrit, et il voulait qu'on... En fait, c'était une scène où on sent qu'ils deviennent très amoureux, mais il fallait qu'on soit un peu comme des enfants, et qu'on se fasse notre cinéma à nous avec en œuvre chinoise. Ouais, voilà, ouais. Je me souviens. Bon, alors je lance l'extrait, puis après on en reparle.
Moi, je trouve cet extrait, ce moment intéressant parce qu'en plus, moi, je suis pas habitué à voir ça dans le cinéma de Montero. Et je me suis dit, comment dire, il a une façon de filmer. Je trouve qu'il filme et les comédiens, et le désir, et ce qui va se passer après. En ne montrant rien, en même temps, il montre quelque chose, une sorte d'innocence, de fraîcheur. J'étais vraiment impressionné. Je me suis dit, c'est vraiment. Il s'est filmé presque une sorte d'alter ego jeune. C'est une sorte de jeune amoureux aussi. Et c'est pas seulement un vieux pervers qui est là à sauter sur les petites jeunes filles. C'est-à-dire qu'il s'est filmé la jeunesse de l'amour. J'étais assez bluffé par toute la proposition. Et en plus, je trouve qu'il a des fins, mais la fin du est juste. C'est les tournesols et tout ça, c'est juste. C'est une des plus belles fins c'est incroyable quand même. Il arrive, je trouve, à des niveaux de maîtrise et de cinéma, encore une fois, pour un film fait en 11 nuits, 10 nuits. Parce qu'il y a aussi, ça me fait. Enfin, voyant cet extrait, même s'il n'est pas extrêmement caractéristique de tout Montero, mais d'ailleurs tu l'as évoqué avant, la lumière, le travail sur la lumière qui est très important chez lui, et notamment il voulait utiliser le minimum de lumière artificielle. Alors là on est en intérieur, il y a des éclairages artificiels par derrière, mais il y a des éclairages très minimalistes, enfin voilà, il est très économe en termes de lumière, et notamment tous les extérieurs sont, il n'y a aucune lumière d'appoint, c'est avec des réflecteurs. Et ça, c'est une chose qui est frappante dans ces plans, qui sont souvent des plans assez longs, des plans séquences, avec un cadre assez large. C'est qu'aussi, une des choses qui les rend splendides, c'est la lumière, et la façon dont ils laissent la lumière rentrer, évoluer dans le plan. Enfin, c'est toujours des histoires de lumière aussi, ces plans. Et il y a une anecdote comme ça, c'est un de ses chefs-op, alors je ne sais plus lequel, mais qui racontait qu'il avait été recruté par Montero. Ils étaient assis sur une place, dans un café, très ensoleillé, et Montero montre à ce chef-op un Porsche d'une porte, et en lui disant, qui était très obscur, très sombre. Et Montero lui dit, mais comment tu éclaires ça, par exemple? Si on doit tourner une scène, un personnage rentre, traverse la place, rentre dans ce Porsche, comment tu l'éclaires? Et le chef-op lui dit, mais j'éclaire pas, c'est très beau, ce trou noir dans la... Et Montero lui dit, très bien, tu es engagé. Parce que c'est ça ce qu'on voit chez Montero, effectivement, vraiment la lumière telle qu'elle est naturellement, avec des choses qui ne sont pas admis généralement dans les règles académiques sur la lumière. Et donc, quand il y a une obscurité dans une place noire, eh bien, dans une place ensoleillée, on la filme. Et puis aussi, le passage des nuages, comment des nuages font changer la lumière, etc. Tout ça sont des choses auxquelles Montero était extrêmement sensible. Alors là, j'y ai pensé, mais c'est un autre type d'éclairage, mais c'est toujours des lumières extraordinaires, en fait, chez Montero, quels que soient les plans. On peut dire que d'ailleurs ce que tu décris, ça vient en droite ligne de Godard et Straub. Oui, bien sûr. Très directement, parce que vous trouvez des effets de lumière de Godard dans les années 80 qui sont assez proches de ça, avec justement le jeu sur la lumière naturelle. Évidemment, c'est pas une copie, mais c'est quelque chose une qui tradition, et l'incarnation de la lumière dans le cinéma d'Estraub, qu'on n'aime pas, c'est quelque chose de fondamental. Donc ça vient aussi de cette tradition-là, en tout cas. J'aimerais bien juste revenir sur la discussion d'avant, quand même, sur la question de la transgression et sur, si je puis me permettre, on était un peu rapide sur la question, qui est quand même pas négligeable. Non, je voulais juste ajouter une chose, c'est que dans la plupart des films où il se met en scène et où il peut y avoir des choses qui peuvent être dérangeantes, il y a un châtiment systématique. C'est-à-dire que le personnage est toujours châtié. Alors ça prend des formes assez bouffonnes dans certains cas, notamment dans le de la cigarette. Donc il y a du burlesque. Le burlesque, d'ailleurs, il faudrait définir le burlesque de Montero, parce que c'est quand même un burlesque très particulier. C'est un burlesque que j'appellerais un burlesque raide, moderne, c'est-à-dire qui n'est pas le burlesque de Chaplin ou de Keaton, même si ça serait plus proche de Nelly Moretti, tout en étant très différent. Mais il y a il y a une forme de raideur, enfin, c'est volontaire, quoi. Donc il résout quand même cette question,
ce conflit. Alors, parce que c'est un personnage qui, le personnage de Jean de Dieu, c'est un asocial profondément, qui parfois est dans le social, puisqu'il est patron d'un magasin de glace quand même. Alors, j'ai préparé un extrait de la Comédie de Dieu. Donc dans la Comédie de Dieu, mais c'est un personnage asocial. Donc le social finit par on va dire, le ressaisir, le rejoindre à la fin souvent, et c'est la forme d'un châtiment, entre guillemets, que ça prend aussi, il me semble aussi dans le souvenir de la Maison Jaune, enfin je sais plus très bien, non, parce qu'il ressort, oui, parce que c'est ça, il ressort de terre. Et d'ailleurs c'est marrant ce truc sur Nosferatu, parce que lui il prétend qu'il n'avait pas pensé à Nosferatu, il dit que c'est en lisant un livre de Jean-Louis Schaeffer qu'il a découvert qu'il avait fait ce rapprochement avec Nosferatu, hein. C'est ce qu'il dit dans un entretien que j'ai relu avant de venir. Et d'ailleurs, par contre, il l'a bien intégré, puisque dans la Comédie de Dieu... Le personnage s'appelle Max Montero. Oui, alors dans l'entretien qui avait été fait à l'époque dans les pays, il dit oui, ça peut être Max Schreck, mais ça peut être aussi Max Nader, Max Ophuls, donc il brouille les pistes tout le temps, de toute façon. Alors, je vais passer un extrait de la Comédie de Dieu, où il y a un moment de burlesque et un long moment, parce qu'il faut, c'est presque un cinéma, pour reprendre un titre d'un film de Olivera, c'est un cinéma parlé quand même, le cinéma de Montero. C'est un cinéma qui est très bavard. La diction de Montero est très importante. Là, la diction, la diction, voilà, mais aussi, et ça rejoint ce que tu dis par rapport à son côté pas misanthrope, mais asocial, c'est-à-dire qu'il y a un discours politique anarchiste, même quand on parle de glace. Quelque part, on est dans le débat de Maastricht de l'époque presque, c'est-à-dire qu'il parle de la glace, mais il parle des règles européennes, il parle de l'hygiène, et il parle politique en fait. C'est ce que je trouve passionnant, c'est qu'il parle et politique et il parle désir, c'est-à-dire qu'il y a toujours ces deux degrés de lecture, c'est-à-dire qu'il fait de la politique avec une jeune fille, et en même temps, tout peut être lu au second degré dans Lave-toi tes mains, tu dois être très propre, tout peut être lu, avoir une lecture fétichiste, en fait, Marcos, peut-être là-dessus. J'avais parlé avec un éditeur qui avait édité ses premiers livres de poésie, qui connaissait Montero depuis très très longtemps, et il y avait eu cette expression géniale, il a dit, mais Montero était biologiquement anarchiste. C'est-à-dire que c'était vraiment quelque chose d'ancré dans son être, plus qu'une position politique. Et je pense que c'est ça qui met en scène à travers Jean de Dieu. C'est-à-dire c'est un personnage qui est absolument asocial et qui n'est que l'acrate, comme on dit. C'est-à-dire son seul gouvernement, c'est lui-même et la beauté du monde, dans la beauté du monde, dans la sensualité du monde. Et tout le reste, il est absolument rétif à tout le reste. Et donc les récits de Jean de Dieu, c'est un moment il va être intégré, puis renvoyé, puis jusqu'à la fin de Souvenir la Maison Jaune, c'est qu'il se retrouve en asile psychiatrique. Il faut dire que Montero a été en asile psychiatrique dans sa jeunesse. Oui, d'ailleurs, oui, dans les années 60. Et c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué, et qu'effectivement, il a eu comme ça des moments borderline, comme on dit, et qu'il y a une part autobiographique dans la façon de figurer cette folie-là. Voilà. Il y a beaucoup d'anecdotes sur les crises de folie de Montero qui sont réelles, qui sont lors de la psychiatrique, même si c'est quelqu'un qui a dit tout à fait normal, mais qui a eu des phases comme ça. Bon, on passe l'extrait et après on parlera du bassin de John Wayne aussi, qui est aussi un film un peu malade dans sa filmo. Larsen demolde a que esta não se esborrache. Distender os músculos da mão. Mão morta, vai bater àquela porta. Estás a seguir? Uma pancada seca e vigorosa e já está. Estou destreinado, mas a ideia é esta. Vieram os moscovitas, então denominados Bavarois, as mousses, os parfés, os soufflés frios.
os americanos, com os seus sorvetes à base de nata, por vezes com adições de maisena e gelatina, inventaram o ice cream, atualmente utilizado por toda a parte. Eu gosto mais dos nossos. É imenso o império do ice cream. Os americanos abriram grandes fábricas um pouco por toda a parte, do Arkansas ao Vietnã, passando pela Coreia. A fabricação dos nossos é semi-artesanal e a fabriqueta de Benfica bem precisada está de um equipamento mais sofisticado. Um dia desses levo-te lá. Quanto mais metida estiver nas... O trabalho a mim não me mete medo. Nunca lhe virei a cara. Que eu sou uma trabalhadeira. Eu sei, Rosarinha, eu sei que não és como as demais. Há cana, amor. A nossa aposta requer de todos muita devoção. Já percebeste que ela não assenta na palavra comum, no gosto feito, mas na permanente inovação, na busca infatigável do mirífico e que sai inatingível profundos, profundos. Quem procura sempre alcança, Sr. João. Nós não procuramos a verdade. Procuramos a nossa Ariana. E em que condições, Deus dos céus? Basta um pequeno romano, uma súbita falta de zelo do nosso pessoal para deitar tudo a perder. Não é qualquer um que está apto para franquear as portas do perigo. É tu que na boca assim, caracolinho, para... Os filhos. Nós sabemos que, apesar de todos os cuidados, não podemos eliminar a 100% o risco de fatores patogénicos e de nos transformarmos numa séria ameaça para a saúde pública. Mas nunca aconteceu nenhuma desgraça. Felizmente. Mas temos que nos manter vigilantes e suplicar a Deus para que não caia nenhuma salutaria. Daí a minha insistência. Lavai-vos raparigas. Passai-vos todos os dias por água e sabão. Afugentai os fatores patogénicos vulgo micróbios. E o Rosarinho, minha filha, ao servir um gelado, não te esqueças que um dia será gelado. Também. Si tout le monde a vu le film d'ailleurs, parce qu'il faut expliquer que si Jean de Dieu se retrouve chargé d'un magasin de glace et il essaie de faire des glaces les plus exquises et les plus raffinées qui soient. Que donc bien sûr dans ce dialogue il y a quelque chose, et dans tout le film bien sûr, on pourrait aussi entendre qu'il parle du cinéma, de l'artisanat et du raffinement de son cinéma, de ses plans, qui cherche, quand il parle des glaces c'est presque comme s'il parlait de ses plans. Et l'empire du ice cream qui serait peut-être Hollywood. Ah, mais il y a toujours ces niveaux de lecture, et c'est vrai que j'ai choisi cette... Bon, après, il y a ça enchaîne avec une sorte de scène assez mythique que je vous laisse découvrir, donc voilà. Mais
parce qu'en plus, au niveau de la valeur de plan, on n'a pas si souvent que ça des plans aussi, des gros plans comme ça de Montero. Et on est tout de suite, on est tout de suite dans une sorte d'intimité. Et je trouve que la façon dont il filme les visages, c'est pour ça que par rapport au côté ottoman, au côté voilà, grand dandy pervers, voilà, on peut vite l'étiqueter comme ça. Je trouve qu'il est à un endroit qui recherche une sorte de pureté comme ça, de beauté, que moi qui me touche énormément. Et face à une jeune fille dont on voit toute la beauté, la jeunesse et tout ça, mais il est à un endroit assez juste, justement. Et que ce soit les gros plans, et que ce soit même les plans un peu plus larges, où on les voit face à face, je trouve qu'il y a une justesse, une maîtrise en fait des cadres qui est quand même assez incroyable, quoi. Moi, je sais pas, un autre sur le style Montero. Oui, pas bien. je voulais plutôt revenir sur l'aspect burlesque, moi, Ouais. parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ce que tu dis est absolument juste, mais ça c'est disons l'aspiration au sublime, on pourrait dire, qui existe dans le cinéma de Montero et probablement chez lui, mais on ne peut pas le séparer de l'aspiration à la fange, ou à la comment on appelle ça, en tout cas à la perte de soi, parce que c'est ça le cinéma de Montero, c'est aller du sublime au rien, quoi. Et ça c'est quand même important de le préciser, parce que si on ne retient qu'un aspect de son cinéma, on manque quelque chose. Je vais préparer cette non, mais c'était pas par rapport à mais c'est pas par rapport à ça. Mais mais la scène des œufs, c'est pas une scène burlesque pour moi. C'est une scène plutôt qui va dans une sorte de sublime, mais assez particulier. Là, c'est plus du côté quand même un petit peu de bataille. Non, ce que je voulais dire, c'est que c'est l'aspect farce qu'il y a chez lui est quand même très très important pour moi, parce que moi j'ai revu quasiment tous les films pour participer quand même assez pas mal au bonus de ce coffret, et j'en ai même vu que j'avais pas vu d'ailleurs, et c'est vrai que j'ai été frappé par ça, par cette dimension qui n'enlève rien évidemment à la beauté des cadres et à tout ce qu'on a déjà dit, mais c'est important quand même de mentionner cet aspect-là complètement étrange aussi parfois du personnage, et c'est un personnage quand même aussi très marrant, parce qu'il passe socialement c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est à la fois un clochard absolu et un aristocrate. C'est-à-dire pour moi il a vraiment les traits d'un aristocrate au final, quand même peut-être davantage que d'un clochard, ou en tout cas c'est sa liberté de passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire que c'est un aristocrate mais sans pouvoir, quoi, sans esclave, ou comme disait je sais plus, les situationnistes, un maître. Oui, c'est un dandy aussi un peu à la Huysmans, quoi, disons, à la fin de siècle, un côté un peu décadent, mais c'est pas qu'un dandy, c'est quand même, moi je pense qu'il y a une dimension aristocratique dans son cinéma, mais pas dans le sens social, quoi, enfin pas dans le sens idéal, c'est-à-dire dans le sens philosophique que Baudelaire ou Nietzsche, enfin de ce type de figure aristocratique, ou comme disait, je vais dire, je sais pas, des situationnistes, un maître sans esclave, quoi. C'est-à-dire mais il y a cette aspiration-là aussi. Donc tout ça est assez j'ai pas du tout répondu à la question, mais c'est une autre façon de voir les choses. Si je puis me permettre, le tout début de la séquence, moi ça m'a fait penser à un côté burlesque, mais ça m'a fait penser à un prof de piano qui indique à son élève comment attaquer un concert. Commencer par se décontracter, et puis, bon, alors là c'est raté, et on attaque. oui, parce qu'il enseigne le geste. C'est un cinéaste du geste aussi. Donc effectivement le geste burlesque, mais la grâce passe par les gestes, et même dans le faire, là, les glaces, en tout cas dans le geste. Alors l'aspect burlesque, c'est que lui il rate complètement, et que Montero est à la fois d'une grande grâce et élégance, et en même temps il peut être très balourd et rater complètement et chuter au milieu de cette grâce. Donc c'est ça, c'est les deux aspects. Ce que tu disais me faisait penser à une autre référence très marquée dans Souvenir à la Maison Jaune, qui est von Stroheim. Oui. Il adorait von Stroheim, et c'est ce côté l'aristocrate, mais en même temps qu'il va dans la fange, c'est très von Stroheim. Je pense que von Stroheim était un faux aristocrate. Oui, mais Montero aussi, de certaine manière. Voilà, Il était faussaire aussi. Oui, qui vient d'une famille assez modeste, d'ailleurs Montero, pas du tout aristocrate. Même très modeste, sa mère est représentée dans un de ses films en femme de ménage, ce qui était vraiment sa mère, et enfin qui faisait des ménages pour gagner sa vie. Oui, ça m'a fait penser à ça, parce qu'effectivement il termine en clochard à la fin de Souvenir à la Maison Jaune, mais dans Les Noces de Dieu
il gagne un palais, une princesse d'ailleurs au poker. Donc il obtient les choses en gagnant au jeu par le hasard. Effectivement, c'est un personnage qui ne peut être que dans le très haut ou dans le bas, quoi, que dans le raffinement et l'aristocratie, ou au contraire être dans la lie de la société, rejeté au point de devenir un déchet social. Fabienne, peut-être par rapport au clochard céleste ou à l'aristocrate, Non. comment vous avez déjà- rencontré lequel des deux? Les deux, évidemment. Le côté clochard, c'était plutôt effectivement quand il avait trop bu, parce qu'il pouvait boire beaucoup et toute la nuit. Et voilà, mais je trouve que son cinéma fait plutôt partie du côté aristocrate sublime. Et merci pour cet extrait, parce que c'était très beau de revoir effectivement la lumière dont on venait de parler. Je crois que la lumière sur le visage de cette jeune femme, et de laisser le plan comme ça sur elle. Et j'ai pensé la même chose, je me suis dit, mais la caméra, elle est parfaitement placée pour avoir le regard, mais sans que ça soit un champ contre champ. J'ai trouvé que c'était vraiment un super extrait, et c'est touchant de le revoir. Vous savez, c'est vraiment quelqu'un aussi qui physiquement, de toute façon, était un personnage, quoi, avec ses grands yeux. Mais c'est vrai qu'en plus, si on reprend cet extrait-là aussi, il y a le jeu avec cette jeune fille, c'est-à-dire qu'on sent Orchamps qui joue avec elle, et qui joue à la faire rougir, à la faire sourire, et il y a quelque chose comme ça aussi du tournage comme ça qui est un peu mis à nu. Moi j'aime toujours dans les films, parce que l'émotion qui en sort, c'est vraiment une émotion de vie et de jeu, de ludique, et on le sent Orchamps comme ça, et pour le coup je sens beaucoup de bienveillance et d'une confiance en fait, c'est-à-dire que je ne sens pas du tout l'actrice trahie ou à qui on capture quelque chose qu'elle n'a pas envie de donner, quoi. Oui, elle a l'air en tout cas vraiment en confiance avec lui. Oui, tout à fait. Et ça, c'est très important par rapport aux questions dont on parle, ce qui peut choquer aujourd'hui, c'est que le plan lui-même, la façon dont elle est filmée, prouve lui-même qu'il ne la regarde pas comme un vieux cochon. Enfin, je veux dire, c'est pas ça qu'il cherche. Et qu'il y a toujours ça dans les scènes, même qui peuvent paraître perverses, c'est qu'il y a quand même, c'est une forme de grâce qu'il cherche. Et qu'à la limite, même si lui se met en scène comme un vieux cochon, c'est pas comme ça qu'il regarde et qu'il va représenter les jeunes femmes, et ça c'est très important. Et sur son regard, alors, le gros plan, parce que lui a un regard extraordinaire, très bleu, et sa façon de bouger la tête, c'est un physique absolument incroyable. Au moment de la sortie de la comédie de Dieu, il n'y a pas eu de scandale du tout en fait. Le film a été accueilli par à peu près toute la critique, y compris la revue que j'écrivais, qui est du cinéma, donc quasi unanimement. Le film est celui qui a le mieux marché, je crois assez loin même de Montero. Donc il n'y a pas eu de... Enfin, il y avait sans doute un attrait du sulfureux pour une part, mais il n'y a pas eu non plus de scandale, de polémique majeure, même si après c'est venu peut-être un peu plus tard, parce que déjà tu parlais de 2003. Ce qu'on peut dire, sans trahir, peut-être je ne vais pas dire de qui il s'agit, mais c'est que quand un prof qui n'y est plus maintenant à la FEMIS a voulu montrer un extrait de la Comédie de Dieu, les étudiants, il y a eu des étudiantes et des étudiants qui ont refusé de voir l'extrait. C'est-à-dire, c'est le film, parce que c'était le film d'un vieux pervers, d'un vieux cochon, et ainsi de suite. Mais ça, c'était beaucoup plus tard, c'est dans les années, je pense, 2010. Donc ça, je le sais, parce que c'est la personne elle-même qui était prof, en l'occurrence. Bon, je peux le nommer, parce qu'il ne s'en cache pas, c'est Alain Bergala, donc, qui raconte ça. C'est-à-dire qu'il dit d'ailleurs que ça a contribué à le faire partir de la FEMIS. Voilà. Bon, ça, c'est une anecdote un peu à part, mais ça veut dire que la question du scandale est arrivée finalement plutôt postérieurement à sa mort et à son cinéma que de son vivant à proprement parler, quoi. Je prépare un extrait des Noces de Dieu. Si quelqu'un a une question, n'hésitez pas. En tout cas, le cinéma de Montero est peut-être un peu plus
multiples peut-être que ce qu'on en a dit, enfin on l'a un peu dit à travers des films, effectivement, qui sont plutôt les films de la première partie. C'est intéressant de les voir aussi, pas simplement se cantonner, enfin se cantonner c'est déjà beaucoup, mais en disant de peut-être pas avoir Montero que sous l'angle effectivement de sa dernière période, qui est magnifique, hein. Parce que vraiment j'insiste sur les... Marcos a parlé d'Afleur d'Omar et moi j'ai parlé de Sylvestre. Moi, je trouve que Sylvestre est un film absolument... Pour moi c'est un des 2 ou 3 meilleurs films de Montero, et c'est vraiment un film à redécouvrir totalement, parce que il est moins... Enfin là du coup les questions se posent pas du tout dans les mêmes termes, mais il est aussi splendide formellement, les cas de la lumière dont on a parlé, et ce qui est beau dans Sylvestre, donc il y a un film médiéval, c'est qu'il n'y a pas de raideur, par exemple, on pourrait penser, je sais pas, à Perceval le Gallois de Romer ou ce genre de choses, et qui est un film assez un peu à part dans l'œuvre de Romer, hein, il faut le dire. C'est un film un peu plus raide de Perceval le Gallois, je dirais, alors qu'il n'y a pas cette raideur-là dans le film de Montero, dans Sylvestre. C'est vraiment, je trouve que c'est un film qui est assez sous-estimé, parce que effectivement Montero n'est pas dedans, et il a pas, disons, l'aura un peu sulfureuse quand même de certains des autres films. Je montre un court extrait des Noces de Dieu, et puis après... Regarde. C'était... Oui. Ouais, bah, c'est super qu'il y ait un coffret
qui sort, parce que moi je me souviens plus très bien du film. Et là, ce qui m'étonne le plus, c'est ce côté extrêmement vivant, ce regard qui mange tout, quoi. Donc, vive le cinéma pour ça. Ça rend les gens intemporels. Et je me demandais pourquoi avoir choisi cet extrait. Parce que en revoyant les films, je retombe sur des scènes comme ça, mais qui me transportent ailleurs. Pour moi, c'est une sorte de pur cinéma avec des éléments très basiques, un chant contre chant, une grenade. On est dans quelque chose de très sensuel. On le voit en plus, on voit tous ces masques presque, c'est-à-dire s'amuser, être inquiétant. Être une sorte de grand enfant, être un peu menaçant. On a toutes ces palettes-là. Même moi, ça m'a rappelé, je crois que c'est une des personnes que j'ai connues qui mangeait énormément. Et on sent là qu'il y a de l'appétit. Mais on sent une sensualité incroyable. Et en même temps, on est dans le rituel. Il y a quelque chose vraiment du rituel, des éléments. Je sais pas, c'est ce mélange-là du trivial, du sensuel, du sublime, et puis encore une fois du pur cinéma. C'est un costume noir, une chemise rouge, quoi. Et un fond noir. Et un fond, une tête qui se détache comme ça. On se dit, mais c'est incroyable. On est vraiment dans le... De la peinture, même. Ouais. Il y a à chaque fois le style, quelque part, où la forme me ramène à des choses qui sont très puissantes, quoi. Je sais pas, Marcos ou Thierry là-dessus aussi. Cet extrait fait un peu écho à celui du dernier plongeon, c'est-à-dire qu'un homme et une femme et qui sont dans une sorte d'acte sensuel qui n'est pas clairement frontalement sexuel, mais bien sûr il s'agit aussi de ça. Et effectivement, il y a tout ce qui fait... C'est précédé quand même d'une discussion de 20 minutes. Les mots ont précédé ça, quand même. Parce qu'il y a des moments un peu exceptionnels. Attends, tiens. Le moment du dernier plongeon et celui-ci, c'est des moments un peu à part dans le film. Et, non, parce que là, il y a ce qui se passe dans la durée du plan, dans le fait qu'on sent qu'effectivement, il mange réellement la grenade. Donc il y a à la fois le côté théâtral de la scène, mais en même temps que ça se passe réellement et avec la difficulté qu'il y a. Bon, voilà, ce que peut produire un plan comme ça sur la durée, simplement avec sa lumière, ses couleurs et un geste. Et c'est une chose qui n'est pas si facile qu'elle en a l'air. C'est-à-dire que beaucoup de cinéastes ont essayé notamment sur la question de la durée. Bon, à un moment, c'est dans les années 90, il y a un peu un retour comme ça de la durée, de la question de la durée, avec des cinéastes qui vont un peu parfois se complaire comme ça dans la durée. Jamais chez Montero on a l'impression que le plan est trop long. On a toujours l'impression que c'est la durée juste, le cadre juste, la juste lumière. Enfin, je ne sais pas si juste est le mot, mais en tout cas il y a une évidence comme ça. Alors qu'il y a un geste qui pourrait être assez radical a priori, de faire des plans très longs et des récits qui sont des vrais récits avec un côté conte un peu, et en même temps qui sont construits par des grandes scènes avec un côté un peu hétérogène des fois, donc dans une totale liberté. Tout fonctionne d'une certaine manière. Après il y a des films tu as parlé d'un film malade qui est Le Bassin de John Wayne, qui est un film un peu fou, qui est peut-être un film plus bancal, mais dis-nous peut-être quelques mots. Le bassin de JW d'ailleurs, parce que en fait ça s'appelait le bassin de John Wayne, mais c'est lié à une carte postale que lui envoyait Serge Danet. Serge Danet disait « J'ai rêvé que John Wayne jouait merveilleusement du bassin au pôle Nord ». Phrase un peu énigmatique, même si on peut lui trouver une lecture sexuelle. Montero a été fasciné par cette phrase, et à la mort de Danet, il écrit dans les cahiers du cinéma, en hommage, il dit « J'ai reçu cette carte postale, et un jour il faudra que je fasse quelque chose de ces cartes postales ». Et il fait un film qui s'appelle Le Bassin de JW. L'histoire raconte qu'il n'a pas pu l'appeler le bassin de John Wayne, car il avait besoin d'avoir l'autorisation du fils de John Wayne, à qui il a montré le film, et le fils de John Wayne a dit non, je ne peux pas.
quand vous voyez, si vous voyez le bassin de John Wayne, vous imaginez le fils de John Wayne déjà, mais regardons ça en plus, à côté de Montero. Et donc, qui est un film assez... Alors c'est celui pour lequel j'ai fait le bonus, je crois qu'on m'appelle à chaque fois qu'il faut parler de ce film, parce que je l'ai présenté souvent. Mais t'en parles très bien. Et c'est un film que j'adore parce que je l'ai vu à la sortie et le film était très mal aimé et moi c'est un film qui a été très important pour moi et qui à mon avis contient parmi les scènes les plus sublimes qu'il ait jamais tournées et puis des choses plus ingrates, et c'est un film qu'il a fait dans un état de grande tristesse parce qu'il venait d'être quitté par sa femme. Grande ébriété aussi. Grande ébriété, il a dit j'ai réalisé ce film dans un tonneau de whisky. Et donc il avait un scénario qu'il a mis à la poubelle pour qu'à un moment les acteurs lisent le scénario. Il y a toute une séquence qui est assez proche d'ailleurs celle du dernier plongeon parce qu'il va se suicider, il rencontre quelqu'un avec qui il passe une nuit avant justement de se suicider en sautant dans l'eau. On voit apparaître un personnage qui n'est pas Jean de Dieu mais qui est une sorte de variation sur Jean de Dieu. Bon, c'est un film assez irracontable mais qui est fait de grandes scènes comme ça. C'est un film en français en grande partie parce qu'il y a des acteurs français, Tout le casting est français. oui, quasiment. Hugues Kester et Pierre Clémenti. Pierre Clémenti parce que pour lui il était très lié à un cinéma qu'il aimait, notamment les premiers films de Garrel. Et Hugues Kester il ne le connaissait pas mais quelqu'un lui avait dit ah tiens ça pourrait être un acteur intéressant pour vous. Et tu vas dire bon qu'est-ce qu'il a fait, il a joué par exemple dans un film d'Éric Rohmer. S'il a joué chez Rohmer, qu'il vienne. Et donc, mais c'est un film formidable, mais c'est un de ses films les plus fous. Un film un peu limite, d'ailleurs, qui a été moyennement accueilli à l'époque par la critique, mais il y en aura un autre encore plus limite après, qui est Blanche-Neige, qui est un film quasiment que en écran noir. Voilà, donc il y a la trilogie de Dieu, il y a le dernier plongeon, et puis entre ces films, il réalise parfois des films qui sont comme ça des gestes les plus extrêmes et qui sont notamment le bassin de John Wayne et Blanche-Neige quasiment tout en écran noir avec quelques images qui apparaissent de temps en temps qui je pense c'est pas son meilleur film mais c'est un Manuel de Oliveira pour les défendre à l'époque avait dit je le défends d'autant plus volontiers que c'est le plus beau film de Montero, mais c'est qu'il y avait une rivalité entre Oliveira et Montero qui serait assez drôle à raconter, mais et d'ailleurs Montero un jour avait dit Oliveira il avait dit c'est pas possible d'être un grand cinéaste avec une si petite tête parce que Montero avait un crâne immense et donc il s'envoyait des pics comme ça et en même temps Oliveira quand il a fait il a fait jouer Montero dans un de ses films dans Amour de perdition. Dans Amour de perdition il joue un petit rôle mais dans un autre plus tardif qui se passe dans un asile psychiatrique où il n'y a que des personnages de romans. La Divine Comédie. Et enfin bref, voilà, c'est sur leur rivalité. Et c'est vrai qu'il y avait un peu, ça peut être intéressant d'en parler, parce que ça dit quelque chose aussi du positionnement de Montero dans le cinéma de l'époque, c'est-à-dire qu'Oliveira était le cinéaste plus littéraire, très respecté, catholique, même si, à mon avis, Oliveira, il y a une folie aussi grande, mais peut-être plus secrète que chez Montero. Et Montero, à côté, était un peu le mauvais élève, l'anarchiste, le diablotin, que le cinéma portugais ne savait pas comment traiter. Et c'était un peu J'allais dire, cette répartition est un peu arbitraire en effet, parce qu'il y a plein de films très fous chez Oliveira qui sont même plus fous que ce qu'a pu faire Montero, ou en tout cas aussi fous. Hein. Tu penses à... Les Cannibales, par exemple, qui est un film entièrement chanté, où c'est quand même un film sur le cannibalisme, dans l'aristocratie portugaise du XIXe siècle. Je veux dire, là, c'est quand même un film extraordinairement étrange, le sujet. La Divine Comédie dont tu parlais, enfin, Oliveira est beaucoup plus fou que ce qu'on pourrait en dire, mais c'est vrai qu'il avait cette image. Oui, il avait cette image de cinéaste respectable qui allait à Cannes. Combien de films de Oliveira ont été sélectionnés à Cannes? Jamais un film de Montero a été sélectionné en compétition à Cannes. Jamais. À Venise, mais pas à Cannes. C'est à Venise qu'il a eu sa reconnaissance avec Souvenir de la Maison Jaune et je crois la Comédie de Dieu. Il a 2 fois le Grand Prix spécial du jury. Donc effectivement,
effectivement, il n'y a pas la même respectabilité. L'aristocrate, en l'occurrence, socialement parlant, c'était Olivera, puisqu'il venait d'une famille d'aristocrates de Porto, hein, donc du nord. Montero est effectivement issu, lui, du centre du Portugal, et c'était une famille, il l'a rappelé d'ailleurs, anti-Salazar. Ce qui n'est peut-être pas tout à fait moins vrai, disons, de l'aristocratie de Porto, disons. Même si Olivera a fait très peu de films pendant la période Salazar, en l'occurrence. Bon. Mais je voudrais peut-être revenir sur ce dont on parlait juste avant, c'est-à-dire par rapport aux questions, à l'extrait que tu montrais et à, disons, cette problématique-là. Je pense qu'il y a une dimension, tout ce qui est... enfin, le cinéma pour Olivera, pour Montero, c'est vraiment le rituel, quoi. La question, tu as employé le mot rituel, mais tout est rituel chez lui, tout est ritualisé. Le cinéma, c'est entièrement de la ritualisation, c'est la ritualisation du monde, quoi. C'est c'est une cérémonie. Les grandes scènes de Montero, décidément, sont des grandes cérémonies, quoi. Et ça, c'est extrêmement frappant, je trouve, quand on revoit les films. Les films n'ont pas... Moi, je trouve que les films n'ont pas bougé. C'est étonnant, ça m'a frappé, parce que moi, je les avais pas revus pour la plupart depuis l'époque, et j'ai été frappé en les revoyant à quel point ils n'avaient pas bougé. C'est-à-dire qu'on pouvait se poser la question comment ils vont être accueillis, mais au fond, fondamentalement, c'était intact. Et ça va le rester, parce qu'à mon avis, dans 40 ans, ce sera la même chose. On n'aura pas, ça ne va pas se corrompre avec le temps, ou vieillir, ou quoi que ce soit. Il n'y aura jamais énormément de gens qui verront les films de Montero. Ça ne sera jamais un cinéaste populaire, mais ce sera toujours un cinéaste qui aura cette espèce d'aura, voilà, d'avoir construit comme ça des joyaux que personne d'autre n'a fait de cette façon-là. En tout cas, ça, c'est quand même quelque chose d'intact. Et sur la question de la durée, je dirais aussi qu'il y a la durée des plans, évidemment, la durée des séquences qui sont parfois très longues, hein, il faut le dire. Il y a des moments d'épuisement, hein, dans certains de ces films, parfois. Et de répétition. Et de répétition. Il meuble un peu, des fois, je dirais, moi, je pense, parce qu'il a... ça fait partie un peu de son côté un petit peu escroc, mais... Comme disait, je me souviens d'une phrase que m'avait dite Christian Boltanski, l'artiste, il disait finalement les grands modernes sont tous sont à la fois des saints et des escrocs. C'est tout à fait ça. Godard, il parlait de Godard, il parlait de Pasolini, il parlait de Joseph Beuys, bref. Mais au fond, Montero incarne aussi cette posture-là, quoi. C'est-à-dire et donc sur la durée, donc il y a ça, mais il faut faire l'expérience des films en entier, c'est-à-dire que évidemment montrer les extraits c'est nécessaire. Mais l'expérience de la durée d'un film entier, un film comme par exemple La Comédie de Dieu, pour prendre le plus séduisant, disons le plus immédiat, ça c'est vraiment une expérience, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on fait pas tous les jours. Et je pense que c'est un cinéaste qui incarne aussi quand même, c'est un moderne, je le disais, et il n'y en a pas beaucoup des modernes finalement depuis 30-40 ans aujourd'hui. Il y aurait qui Bercera, Miguel Gomes, peut-être, et peut-être j'en oublie sans doute, quoi qu'on en pense par ailleurs. C'est marrant que tu parles de Serra, parce qu'on il y a quelque chose de commun. Il y a une filiation dans le fétichisme aussi, dans les époques, dans les durées, dans le rapport, oui, tout à fait, assez christique, un peu sacrificiel comme ça, il y a dans le rite, dans le rituel, dans le dernier Tardes de Serra, on est quand même... Là, c'est entièrement sur rituel. Mais peut-être Fabienne, sur la cérémonie, mais comment, au niveau du tournage, après c'est une expérience singulière, le dernier plongeon, mais comment est-ce qu'il était sur le plateau? Est-ce qu'il demandait beaucoup de prises? Ou est-ce qu'il était... comment il était avec ses techniciens? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'assez... Quel souvenir tu en as, toi? Ça roulait. Ouais, ça roulait. J'avais vraiment... C'est lui qui cadrait? Non, il cadrait pas, il n'était pas au cadre? Non, c'était pas lui, mais je ne sais plus qui c'était. Je crois que c'était un chef opérateur français. Dans ses consignes ou dans ses... Comment C'était une petite équipe. Et les premiers jours, il y avait une fête religieuse à Lisbonne, très connue, donc je me souviens plus le nom, mais qui est vraiment très populaire. Et c'est là où on a commencé à filmer. Donc en fait, on était une petite équipe et ça improvisait pas mal. Parce qu'on suivait, ou la scène justement quand il fait la queue aux toilettes et tout ça. Bon, ça c'est pareil, c'était pas dans le scénario. Et en fait, il a beaucoup utilisé aussi ce qui se passait et le décor réel de cette fête populaire. Je sais que nous, on se maquillait nous-mêmes, il voulait absolument pas de maquilleuse et tout ça. Comme je disais tout à l'heure, effectivement, on était 3 prostituées, mais vraiment, il nous appelait tout le temps les 3 grâces. Et il y avait beaucoup d'improvisation, beaucoup de liberté, peu de prise. Peu de prise. Ouais, peu de prise. Même là, l'extrait qu'on a vu, je crois qu'on a fait 2 ou 3 prises. On n'avait pas le temps non plus, hein. On a quand même fait un film en 10 jours.
je viens de vivre ça de nouveau récemment, et sinon c'était avec Paul Becchiali, mais on ne fait pas beaucoup de prises. Hein. On est vraiment... Et au niveau de la durée des plans, lui, il avait des consignes ou par rapport au moment où ça s'arrêtait, quand tu dis qu'il y avait quand même beaucoup d'improvisation, et dans le même temps, les plans... Il laissait tourner, d'accord, ok. J'ai pas du tout de souvenir de moi je vous dis, j'ai un souvenir d'une liberté artistique extraordinaire. Et cette scène, par exemple, où tu lis cette lettre et tout ça, j'avais préparé l'extrait, bon, on va pas le montrer, on laissera. Mais ça a été fait plusieurs fois ou c'était juste une fois? Une fois, ah oui. Une fois. Ouais. D'ailleurs, en le voyant, je me disais, mais pourquoi ça m'énerve que les metteurs en scène, ils vous prennent des choses, mais ils ne vous dirigent pas. Voilà, je trouve que j'ai souvent la tête baissée. Je lis vraiment la lettre et je regrette à ce moment-là de ne pas avoir un metteur en scène qui pourrait me dire, bah, tu sais, la caméra est là, mais peut-être qu'il ne veut pas intervenir là-dessus. Hein, Après, c'est des trucs de metteur en scène aussi. Oui, mais je sens qu'il y a quelque chose de la fraîcheur comme ça, de la prise, de la première prise, où c'est quelque part si ça bute, tout ça, c'est pas. Mais bon, ça me rejoint quand même quelque chose d'assez moderne, et puis dans la direction d'acteur. Oui, puis c'est quand même toujours prendre ses moments de vie. Voilà, j'avais beaucoup senti ça. Et dans la scène de danse, donc, tu nous en as déjà parlé, mais bon, c'était une prise aussi. Ah oui, c'était juste une prise. Et je trouve qu'à la fin, je pars trop vite. J'ai dû avoir un truc, non mais je regrette de ne pas être restée là. Mais on n'a pas le temps, je trouve que c'est très difficile en tant qu'acteur, à moins de vraiment vouloir capter la caméra à chaque instant. Voilà, c'était difficile d'ailleurs c'est difficile. La nuit était chaude, c'était beau, il y avait quelque chose de féerique, mais c'était un peu fou de faire ça comme ça. Il y a une autre scène aussi dans le dernier plongeon où je suis devant un miroir et Esperanza essaye de parler et elle n'y arrive pas. Et c'est pareil, cette scène, il me l'a annoncé 2 heures avant. J'ai préparé aussi l'extrait. Bon, vous verrez ça dans le coffret parce que ça fait partie des scènes. Mais c'est une scène qui est magnifique. Voilà, c'était une sorte d'improvisation, mais et encore une fois au début, je me suis dit mais je comprends pas ce qu'il veut. Et en fait, il fallait le faire. Mais là, j'ai eu 2 heures. J'ai pas eu. Ça s'est enchaîné tout de suite. Non, mais c'est encore une fois, moi, ce film m'a fait pas revivre le cinéma de Montero, mais revivre la modernité, quoi, et ce qu'il cherchait. Chercher ça chez une comédienne et faire avec la contrainte, en faire un personnage muet et tout le cheminement du personnage, je trouve ça magnifique quoi, vraiment. Mais c'est vrai que c'est moins travaillé, c'est plus improvisé, il me semble, non? Oui, mais il y a quelque chose qui passe là-dedans. Moi, j'étais très impressionné. Et ce que je voulais dire, parce qu'on comparait avec Oliveira tout à l'heure, moi je pense aussi que Montero, il a toujours eu beaucoup de mal à monter ses films financièrement, que ça fait partie aussi de sa création d'artiste. Pour le dernier plongeon, on avait très peu de temps, mais c'est lui aussi, puisque la Comédie de Dieu, il a arrêté le tournage, et ça n'allait pas, je ne comprends pas pourquoi il l'a fait au dernier moment, c'est-à-dire on a dit moteur, on a commencé le tournage, et c'est là où il a tout arrêté. Donc il a été jusqu'au bout, il a peut-être essayé, en disant ça allait s'arranger. Donc je pense qu'il a eu raison, il y a eu un magnifique film qu'il a fait après. Et donc c'est quelqu'un aussi qui a toujours été... parce qu'Oliveira, à mon avis, on lui donnait un budget, il devait être impeccable. Il devait filmer il ne dépassait pas, il n'avait pas besoin de plus d'argent. Et alors que Montero, et là ça rejoint ce que vous venez de dire sur le dernier plongeon et d'autres films, c'est qu'il y avait d'abord la création, il y avait la recherche, ça pouvait changer tout le temps, ça pouvait bouger tout le temps. C'était pas storyboardé et on faisait exactement ce qui était prévu. Vous avez des éléments peut-être Thierry ou Marcos sur sa relation avec Branco ou sur la façon dont en fait le personnage central en termes de production c'est plutôt Joaquim Pinto qui est à la fois ingénieur du son, je me demande même s'il n'a pas réalisé des films aussi. Oui c'est ça, il a réalisé des films. Je me souviens l'avoir croisé il y a des années avec Inès de Medeiros, d'ailleurs la sœur de Marianne Medeiros, qui d'ailleurs faisait ses débuts, il faut le dire, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, dans Sylvestre. C'est le premier film de Marianne Medeiros, elle est vraiment étonnante, magnifique.
Donc je pense qu'avec Branco, je ne sais pas exactement, c'était un peu contradictoire à mon avis. Moi j'avais vu souvent. sur son journal, sur le journal de Paris, il y avait un journal de Paris, de tournage, Ah oui, oui, à oui. Paris, Oui. et qui est assez drôle, et c'est les relations réalisateur-producteur Ouais, c'est assez tendues. Et son producteur au sens exécutif du terme, c'est-à-dire celui qui vraiment travaillait avec lui sur la... C'était Joaquin Pinto, c'est vraiment été son complice principal, je crois, dans la fabrication des films en termes de production, en tout cas. Donc, je dirais que c'est plus avec lui qu'il a travaillé, peut-être qu'avec Branco, avec qui, de toute façon, ça a été compliqué, alors qu'effectivement, il produisait tous les films d'Olivera. Cela dit, Olivera a fini par se fâcher avec Branco aussi, hein, à la fin, dans les dernières années. Ouais, alors cela dit, c'est peut-être pas entièrement de la faute de... Enfin, bon, c'est pas entièrement de la faute de Branco, à mon avis, dans le cas d'Olivera, d'après ce que j'ai compris. Mais bref, peu importe. Non, je pense que la comparaison est intéressante. Olivera, je suis pas sûr qu'il faisait non plus des storyboards ou quoi que ce soit. C'est pas son genre non plus, mais sans doute qu'il avait ce statut de cinéaste officiel, quoi. Alors que c'est un cinéaste pas du tout conforme non plus. Moi, il fait le soulier de satin quand même en intégralité. Olivera, c'est quand même un projet complètement dingue. Enfin, je veux dire, mais il avait ce côté, voilà, je suis le cinéaste portugais officiel, comme on pourrait dire Almodovar, le cinéaste espagnol officiel, ou Lars von Trier, le cinéaste. Donc je suis à Cannes quasi systématiquement avec presque tous mes films. Voilà, et comme si il avait trusté un peu le truc, et en effet, ça agaçait sûrement pas mal. Et Montero et d'autres, hein, ça, il n'y a pas de doute, et on pouvait d'ailleurs le comprendre. C'est comme si en France, il y avait eu que, je sais pas, Godard et je sais rien, et Régis Varnier, je dis n'importe quoi, hein, mais donc ça aurait été les deux seuls cinéastes qui... Non, mais j'ai pris précisément deux cinéastes qui paraissent très éloignés l'un de l'autre, parce que le cinéma français est un peu plus large quand même que le cinéma portugais. Mais on n'a pas parlé de cette dimension, enfin on en a un peu parlé, mais la question de la portuganité, si je puis dire, enfin l'insularité portugaise, elle est quand même hyper importante aussi dans le cas, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure dans la Comédie de Dieu sur Maastricht, sur la réflexion sur les normes d'hygiénisation et tout ça. C'est quand même aussi ce petit territoire tout au bout de l'Europe, au sud de l'Europe, qui est un territoire à part et qui a produit un cinéma complètement à part. Enfin, je veux dire, Paulo Rocha, Olivera, Montero, Pedro Costa, João Botelho, que j'ai oublié aujourd'hui, mais qui a fait des très beaux films dans les années 80. Gomes aujourd'hui, enfin peut-être d'autres, on en oublie sûrement, c'est quand même tous des cinéastes hyper singuliers et qui n'existent nulle part ailleurs. Donc c'est un terre de cinéma, bon voilà, qui a eu enfin Branco y a quand même pas mal contribué, hein, on peut toujours dire du mal de lui, mais il a quand même beaucoup aidé et fait que ces films existent. Mais c'est vrai que voilà, et Montero est un des protagonistes vraiment centraux de cette espèce de scène portugaise des années qui va, disons, des années 70 ou 60 jusqu'à aujourd'hui, finalement. Ok, bon. Dernière question. Allez. Bonjour. Je m'appelle Kevin. Je viens de découvrir Montero aujourd'hui, mais en fait, quand j'ai vu des extraits, tu dis que pourquoi j'ai choisi ces extraits-là. Et le premier extrait que j'ai vu, j'ai pensé à un réalisateur. Et je me dis peut-être je me trompe, même j'ai vu pas mal de films. Et après, quand ça continue, les extraits, je dis non, je pense que c'est vrai. Et surtout la scène avec la grenade, j'ai pensé à Parajanov. Donc, il a fait beaucoup de films, même peut-être avant Jean Godard, certains films. Et du coup, surtout comme il était chorégraphe et styliste aussi, j'ai vu les gestes, tout ça, du coup j'ai pensé à ça, je sais pas si... Je pense que ça rejoint aussi le début de la discussion sur les origines un peu cinéphiliques de Montero aussi. Hein. C'est la grenade, Oui, je pense que le côté conte, effectivement. Tout à fait. Et je pense que le point commun aussi, c'est, alors même si c'est plus peut-être rigide chez Parajanov, c'est ce rapport entre un cadre qui est presque une sorte de scène pour le cérémonial, avec des choses qui sont préparées, écrites, mais à l'intérieur de ce cadre, de cette cérémonie, ce qui les intéresse aussi, c'est de filmer, y compris chez Parajanov,
peut-être moins dans Séance Novak, dans les films plus tardifs, ce qui peut arriver de hasard en filmant des animaux, le vent, les choses. Donc ce rapport entre quelque chose de très préparé et cérémonial, mais comment aussi c'est un cadre à l'intérieur duquel le hasard peut jouer. Et la beauté de la lumière, des éléments chez lui, ou des accidents. Du premier tournage de La Comédie de Dieu, il avait tourné quelques scènes qui ont donné des courts-métrages, dont un où c'est une scène où il est en train de manger avec une femme et il y a un papillon qui passe, et il prend le papillon et il le mange. C'était absolument pas prévu. Donc, Ça n'a pas été coupé. Non, il en a fait un court-métrage. Et des scènes comme ça, alors c'est un exemple spectaculaire, mais des choses comme ça, il en arrive constamment dans ses plans. Ces petits hasards avec lesquels il va jouer. Mais ça, c'est beau et c'est très important que ça rentre dans un intérieur d'une chose qui est assez précise, et notamment un cadre très précis. Et donc ça, c'est peut-être le lien aussi avec Parajanov, je pense, là où ils peuvent se retrouver. Et puis le lien avec la peinture aussi, Oui. qui est complètement évident, mais qui est présenté par Parajanov, mais vraiment la composition d'un cadre dans lequel, oui, j'ai bien fait, dans lequel. La peinture est en plus présente chez Parajanov. Oui, tout à fait. Parce que le rapport à la peinture de Montero, c'est ambigu. Un rapport à la lumière, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que le problème, c'est quand on parle de peinture par rapport à un cinéaste, comme disait je sais plus qui, quand un cinéaste meurt, il devient peintre. Donc il y a cette tentation disons, de l'immobilité, mais qui en fait est. Il y a des cadres fixes, mais il se passe en effet, il y a une tension finalement à l'intérieur duquel il se passe énormément de choses. Donc effectivement, la dimension culturelle existe, mais elle n'est pas, disons, elle n'existe pas pour elle-même. Peut-être davantage chez Parajanov d'une autre manière. C'est le côté, chez Parajanov, c'est les icônes en fait du Moyen Âge. Donc c'est encore une autre histoire. Allez, une question. Oui, j'ai une question sur tout à l'heure, Marc Coursuzel, vous disiez que il avait beaucoup souffert de l'échec à Fleur de Mar. Et ce qui, moi, en revoyant ces films à l'issue de la sortie du coffret, il y a quelque chose qui m'est venu, qui m'a fait un peu étrange, c'est l'impression de voir à Fleur de Mar, le voir arriver pratiquement à son maximum de son style, on va dire, holderlinien, très lumineux, pratiquement très pur et très mythologique, où le salage d'une morue ou même un chat devient très mythologique, et de le voir presque changer complètement son fusil d'épaule de cette première partie qui s'achevait avec, pour moi, les deux sommets, Sylvestre et à Fleur de Mar, et de voir ensuite avec La Comédie de Dieu voir presque un aspect plus célinien venir, où il fait la place au scabreux de la misère, à tout ce qui a pu, on va dire, toutes les petites mesquineries dont est capable l'être humain quand il est dans la misère, et de le voir aller vraiment vers ce versant un peu plus célinien, quitte à vraiment perdre à un moment donné ce côté mythologique qui va revenir de plus en plus à la fin. Et c'est vrai que je me demandais si ça avait à voir avec la mauvaise réception d'A Fleur de Mar, ou si c'est vraiment une trajectoire qu'il avait en tête dès le début. Non, sûrement pas en tête dès le début, parce que c'est une œuvre qui a été faite vraiment. Il a eu du mal à faire ses films, etc. Donc je pense que c'est un choix, une décision assez forte, un bouleversement dans sa filmographie, de choisir de faire Souvenir à la Maison Jaune et presque plus encore de se filmer lui-même. C'est peut-être aussi. C'est là aussi il commence à regarder la société d'une certaine manière. Parce que si vous regardez ses autres films, soit des films un peu soit historiques ou à costume, Veredas ou Sylvestre, et Fleur de Mar, c'est un film qui est un peu hors du monde, enfin dans une sorte d'utopie. Il y a une prémisse, à mon avis, qui est son deuxième court-métrage, et qui est un film que j'adore, que je place dans les grands films de Montero, qui s'appelle Celui qui court après les souliers d'un mort pieds nus, et qu'on trouve dans le coffret, où il filme Luis Miguel Sintra, mais le double. Donc c'est la voix de Montero qu'on entend déjà. Et on voit au début Montero avec une femme et un film Super 8, et c'est un film très autobiographique, où ce sont deux jeunes gens qui errent un peu dans les rues, qui pour avoir des vêtements, disons, se renseignent sur les endroits où il y a eu un mort, et vont donner leurs condoléances à la veuve pour essayer d'avoir quelque chose. À un moment, il y en a un qui obtient une paire de chaussures.
Et c'est un film qui dure 30-40 minutes et, à mon avis, qui annonce un peu la dernière période. C'est-à-dire un cinéma vraiment où il filme le Lisbonne, il filme la ville, il filme le Lisbonne contemporain, et avec des personnages comme ça un peu asociaux. C'est vraiment un peu la jeunesse presque de Jean de Dieu. Et sur le souvenir de la Maison Jaune, je pense aussi, je pense à ce que disait Miguel Gomez, pour qui c'est un cinéaste fondamental. Montero, c'est son cinéaste, disons, qui considère un peu comme son parrain au cinéma. Et il racontait que quand il a vu Souvenir de la Maison Jaune, c'était un choc parce que lui habite Lisbonne. Et tout d'un coup, de voir Lisbonne filmée comme ça, et de voir ce personnage se promener dans Lisbonne, était une sorte de choc pour lui, beaucoup de gens de sa génération. Et parce que c'est effectivement, à ma connaissance, oui, enfin, là, il filme la ville, il se confronte à la ville, avec ce côté, effectivement, peut-être un peu célinien, surtout dans Souvenir de la Maison Jaune. Oui, il y a des extraits de Céline d'ailleurs. Oui, il y a du Céline. Effectivement, quelque chose peut-être de plus âpre, et aussi où il regarde sa propre folie aussi, en retournant dans l'asile psychiatrique où il a été interné, où il va refilmer des scènes. Donc il y a une dimension autobiographique dans ces films-là qui fait que c'est vraiment un tournant dans son travail. Mais Sylvestre et À Fleur de Mars, c'était pas fait en studio aussi? Sylvestre, oui, et l'autre non? Non, non, Fleur de Mars, non, parce qu'il y a toute une... Oui, il y a juste une bord de mer. Et sur le court-métrage dont tu parlais, qui est intéressant, enfin qui est vraiment très intéressant même à voir, parce que moi je l'avais jamais vu d'ailleurs, c'est un film aussi qui a une dimension un peu slashienne, quand on pense au premier au slash, les deux moyens-métrages, la même Mauvaise Fréquentation, et un petit peu Le Père Noël et les yeux bleus, et ça fait beaucoup penser aussi à ce film, bon, pardon d'y revenir, Les Vertes années de Paul Rocha, où il y a cette dimension aussi de la Lisbonne un peu fantomatique. Et ce sont des films aussi faits sous le temps de Salazar. C'est-à-dire que Salazar, c'est quand même, c'est pas rien. Je veux dire, la dictature pendant des années, pendant des décennies, l'Espagne a connu ça, le Portugal a connu ça, et quand même, ça a marqué aussi quelque chose chez ces gens-là, enfin, chez des artistes comme Montero. Je pense que c'est quelque chose aussi qui a été très, très pesant et auquel il a eu envie, il disait même pas politiquement, mais même simplement existentiellement, il fallait essayer d'y échapper d'une manière ou d'une autre, quoi. Bon, on va s'arrêter là. Donc, le coffret, Joao César Montero. On remercie Antoine de Spectrum. On n'a pas dit que les copies étaient magnifiques. Hein. Les restaurations sont magnifiques. Il y a des bonus, on en a parlé. Et coffret Blu-ray, tu vas avoir les coffrets Blu-ray évidemment, mais c'est vraiment un coffret important. Donc voilà. Merci, un grand merci à Fabienne, merci Fabienne, merci Marcos, merci Thierry d'être venu et d'avoir pris le temps qu'on échange ensemble. Merci à vous, on va vous applaudir. Sur lesquels on s'exprime en permanence. Merci.